Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 161 du podcast Dunk Hebdo. Au programme cette semaine, retour sur les demi-finales de conférence. Quel enseignement en tirer pour le moyen et le long terme? Quid du futur de Portland après le sweep face à Golden State? Et comment expliquer la défaillance des Bucks de Milwaukee dans les 4 derniers matchs de la série? On en parle avec Mister CBA. Tom, comment ça va Tom? Ça va et toi? Franchement, tout de suite les gros titres. Franchement, t'en rates pas une. Ça va toi? Ça va. Allez, c'est parti. Si on voulait résumer, Tom, la série entre Milwaukee et Toronto, ça serait vraiment compliqué et on pourrait en vrai parler de deux moments dans cette série. Je sais pas si tu es d'accord, je pense que tu me suis sur ça. Ouais. Milwaukee qui gagne les 2 premiers matchs à la maison assez facilement. Ouais. Milwaukee qui doit gagner le match 3. Le match 3, qui le perd. Toronto qui gagne le match 3 au courage. Et avec Milwaukee qui lui cède, on peut vraiment le dire. Toronto qui ensuite gagne le match 4 et puis les Raptors qui vont gagner les 2 derniers matchs pour terminer sur 4 victoires de suite. Tom, on n'a pas parlé depuis longtemps, on n'a pas fait de podcast preview de cette série, on n'a pas fait de podcast au milieu de cette série pour en parler. Quel est ton ressenti général global sur ce qui s'est passé depuis 10 jours entre Raptors et Bucks? Comme tu l'as dit, on a pu voir 2 visages des Bucks, un visage très très alléchant qui nous a même un moment fait nous demander est-ce que la série allait durer, notamment sur les 2 premiers matchs où l'équipe des Bucks est exceptionnelle et même Giannis domine totalement son sujet. Et il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits entre-temps, notamment le fait de voir le duel qu'on attendait tous, c'est-à-dire Kawhi qui se chargeait un petit peu plus du cas de Giannis Antetokounmpo. Alors il faut savoir que Zach Lowe l'avait mentionné dans l'un de ses articles de preview que le moment où ce match-up là arriverait, c'est que l'une des 2 équipes serait au bord de l'élimination et n'aurait pas d'autre choix. Du coup, c'est arrivé du côté de Toronto et ça a changé un peu la dynamique, notamment la défense qui s'est adaptée à Giannis Antetokounmpo et aussi le fait Siakam et la doublette Siakam Kawhi qui peut changer, même parfois Ibaka qui venait aider sur lui pour lui rendre les choses un petit peu plus compliquées. Ça a totalement enrayé le plan A des Bucks qui n'avait pas franchement de plan B défini. Mais ça, cette absence de plan B défini, on l'attendait de la part de Milwaukee et de Budenholzer, mais en même temps, moi je pense qu'on pensait tous qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'avoir un plan B pour eux, que l'effectif, les rôles, les joueurs qui avaient été choisis dans les rôles qu'ils avaient été missionnés par Budenholzer étaient tellement bien huilés que ça passerait pour les Bucks dans cette finale de conférence. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, comme tu l'as dit, les ajustements de Nick Nurse, si on veut vraiment commencer par ça. Les leçons à tirer, je pense une des leçons qu'on peut tirer de cette série entre Toronto et Milwaukee, c'est l'importance des ajustements durant la série en fait, par les coaching staff et le fait que Nick Nurse ait changé de deuxième défenseur à l'aide sur Giannis en cours de série. C'est Kevin Arnovitz qui mentionnait ça dans le podcast de Zach Lowe qui a été fait après le match 4, donc c'était après le match 4, donc c'était vraiment après le match 4, je pense que personne pensait que Milwaukee allait perdre les deux matchs de suite. Ils avaient encore l'avantage du terrain, donc c'était pas terminé, loin de là. Mais déjà après le match 4, Kevin Arnovitz mentionnait le fait que Nick Nurse ait demandé à des grands de venir aider sur Giannis, donc Pascal Siakam, Serge Ibaka et même par petite séquence Marc Gasol pour vraiment enrayer son champ de vision et empêcher qu'il trouve les shooters dans les coins, les shooters à 45 degrés et qui font vraiment la force de frappe des Bucks. Donc encore une fois, cet ajustement de Nick Nurse très important et donc cette importance du coaching, on en parle tous les ans quand ça devient dur, quand il y a des joueurs qui peuvent plus voir le terrain, quand les choix sont difficiles à faire et qu'il faut vraiment pas hésiter, pas avoir peur. Là, Nick Nurse a été
je trouve splendide dans cette série. Pour un coach rookie, on sait que c'était un coach qui avait du pédigré, qui avait gagné des choses en D-League avant, qui était vraiment à la base du nouveau système des Raptors ces dernières années. Mais là, moi, il m'a vraiment impressionné sur ce plan-là où Budenholzer, bah, encore une fois, n'a pas changé. Giannis, après le match 4, avait dit on changera pas. Budenholzer avait dit on changera pas non plus après un match, je sais plus c'est lequel. Est-ce que faut peut-être arrêter avec ce discours-là pour Budenholzer dans le futur, parce qu'il est là pour rester à Milwaukee et il y aura encore des grosses joutes de playoffs pour cette équipe-là. Bah, le truc avec cette vision-là, c'est que, en fait, quand tu regardes bien, je sais pas si vous avez vraiment. Enfin, c'est limite, ça suffisait en fait de pas forcément s'adapter. C'est juste que voilà, ils ont été malchanceux sur le match 3. Et je suis sûr que par exemple, sur le match 3, s'ils l'emportent, la série est terminée. Et, enfin, voilà Mm. quoi. Je pense qu'ils gagnent deux des derniers matchs, quoi. Un des deux derniers matchs. Et puis la série est terminée. Et le fait qu'ils en fait, le truc, c'est difficile d'en vouloir à Budenholzer puisque tu as un gros facteur de variance qui est aujourd'hui le shoot à 3 points. Et L'adresse. voilà, et malgré, tu vois, une adresse vraiment en berne du côté de Milwaukee, hein, tu vois, les role players ou voilà, tous les décalages qui étaient créés par Giannis, malgré que enfin, l'adresse n'était pas au top sur la série, je crois qu'il termine un petit peu plus de 30%, tu vois. Si jamais ils avaient shooté à 35%, ben, la série, elle se termine beaucoup plus tôt. Donc, Mm. J'ai les stats sur ouais. ça si tu veux. Sur les matchs 3, 4 et 5, où là il y a eu vraiment. Bah, les shoots étaient ouverts, on va pas se mentir, et ce sont souvent des bons shooters qui les prenaient, qui avaient fait des bonnes saisons, souvent leur meilleure saison en carrière, donc qui étaient en forme, qui prenaient ces tirs, les role players en quelque sorte, même si Middleton n'est pas un role player, des Bucks sur les matchs 3, 4 et 5. Donc déjà en totalité, les Bucks ont shooté à 35 sur 110 à 3 points. Sur ces trois matchs-là, c'est un peu moins de 32%, 31,8%. Nicolas Mirotic, 3 sur 18. D'ailleurs, il a plus vu le terrain après. Il a été Ouais. benché. Eric Bledsoe, 3 sur 15. Chris Middleton, 5 sur 15. Malcolm Brogdon, 5 sur 16. Pat Connaughton et Ersan Ilyasova ont aussi pas tellement mis dedans. Il n'y a que George Hill qui a vraiment surnagé et qui a mis des tirs dans ces matchs-là. Donc, comme tu l'as dit, le facteur de l'adresse, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que résumer la défaillance des Bucks au manque d'adresse, c'est leur rendre service et c'est pas leur donner en quelque sorte une excuse? C'est une question que je me pose. Oui, un peu, c'est un peu, enfin, c'est le truc le plus simple que tu vois, puisque tu te rends compte que malgré toutes les adaptations qu'aura pu faire Nick Nurse avec la série et le fait qu'ils soient arrivés à bien limiter Giannis, au final, les Bucks passent à un rien de partir en finale NBA. Donc c'est là que tu te dis que c'est assez effrayant, sachant que Toronto, défensivement, ça a été l'une des meilleures équipes sur ces playoffs pour l'instant, quoi. Après, comme on disait, le manque de variété offensive, à partir du moment où voilà, Giannis, ils ont réussi à bien le saisir et à enlever des trucs qu'il faisait très bien, c'est-à-dire par exemple quand il est hors transition sur demi-terrain, quand il commence à attaquer, le fait de boucher l'axe pour donner un corner tree qui est censé être une arme létale, mais que les shooters n'arrivent pas à convertir, ou du coup le fait de choisir son poison entre est-ce que tu préfères voir Giannis aller au cercle, provoquer une faute et peut-être avoir un N1 plutôt que prendre un tir à 3 points, tu choisis le tir à 3 points ouvert. Tu vois, c'est un calcul qui, voilà, à deux shoots à 3 points près, qui aurait pu s'avérer perdant pour les Bucks. Et aussi, tu vois, ils ont enlevé aussi plusieurs trucs à Giannis, tu vois, notamment sur tu vois, les espèces de spin move turnaround qu'il arrive quand il parle un peu sur sa main gauche. Le fait d'avoir, tu vois, un défenseur qui vient surcharger le côté à l'aile pour l'empêcher justement des fois de pouvoir ressortir proprement le ballon ou de pouvoir finir en main droite. Donc du coup, il est obligé de faire une petite passe volée dans le corner. Donc ça aussi, ils lui ont enlevé ça. Et ils lui ont enlevé aussi le petit move qu'il a... tu vois, quand il est sur le côté, le fait de faire venir le grand, comme tu l'as mentionné, de faire venir le grand dans son champ de vision pour qu'il ait du mal à tout de suite trouver le gars dans le corner ou pour qu'il soit obligé de passer par un mec qui est above the brick pour après que le mec, ce gars-là, essaye de retrouver le gars sur le corner. Donc du coup, tu vois, c'est pas mal de petits trucs qui ont bien servi et Giannis, du coup, son impact a été diminué, notamment
le pourcentage de shoot qu'il prenait au cercle et aussi le pourcentage de fautes qu'il arrivait à générer. Son free throw rate est en baisse parce que justement Giannis c'est pas forcément un mec qui est bourrin et du coup lui il prenait la meilleure décision, c'est-à-dire de ne pas prendre le shoot le plus compliqué. Et Toronto a bien lu ça et ça a payé pour eux, et tant mieux quoi. Mais ça aurait pu vraiment aller dans un autre sens, hein, à 2 ou 3 shoots à 3 points près quoi. Ah oui, et surtout, on en parlait en off, on en parlait au début, ce match 3. Ouais. Ce match 3 où... En fait, après ce match 3, pour être honnête, ça m'a limite donné confiance en Ouais. Milwaukee parce qu'en fait, Giannis sort pour 6 fautes. Ouais. Giannis c'est pas bon, pas excellent quand il est sur le Ouais. terrain. Et malgré ça, ils sont dedans, ils sont dans le match. Et c'était plus Toronto qui n'arrivait pas à tuer la bête en quelque sorte Ouais. et à gagner, tu vois. Donc ça m'a donné limite confiance en Milwaukee où je me suis dit, et je pense pas mal de gens se sont dit, ils vont prendre le Le, 4. le 4 et ils Ça, vont finir ça en 5. c'est ça. Et ça Ouais, s'est moi je me pas du suis tout dit passé pareil, comme ça. c'est ça. Moi je me suis dit pareil, surtout que tu vois que, enfin, offensivement, voilà, Giannis il n'était pas en réussite, mais ni Middleton ni Bledsoe, on va en parler aussi tout à l'heure. Middleton non plus n'était pas en réussite sur ce match-là. T'as Norman Powell qui fait limite le match de sa vie, Hmm. qui fait limite le match de... Norman Powell dans les matchs 3 et 4 est essentiel, Ouais. où il met 7 tirs à 3 points dans ces deux matchs-là. Ouais, voilà, tu vois. Donc, le mec, il apporte de la vie, de l'énergie, tout ça. Tu vois que les autres titulaires sont mieux au diapason. Kyle Lowry qui est un peu, qui est un peu meilleur sur le retour. Marc Gasol qui recommence à shooter. Et tu te dis, ben, malgré tout ça, ben, au final, ils ont besoin de 2 prolongations pour s'en sortir. Donc, tu te dis que, ben, Sans Giannis en face. sans Giannis en face, quoi. Donc, tu te dis, bon, ben, ok, ben, ils vont plier bagage. Et puis, tu te dis aussi que, ben, les matchs que vont gagner Toronto, ben, ça va être des, entre guillemets, des slog games, comme disent les Américains. Ce sera pas joli, mais que ça passera par là. Et puis finalement, je pense que c'est un match qui leur a donné confiance. Et puis à chaque fois, ils ont trouvé un gars random pour faire, entre guillemets, la différence. On a parlé de Norman Powell, tu as eu Von Vliet. Et Van Vliet, ouais, sur les 3 derniers matchs, 14 sur 17 à 3 points, ouais, 82% de réussite. voilà, Alors que dans le match 3, où il a été forcé de jouer beaucoup de minutes parce que Laurie a dû c'est ça. sortir, il a été cataclysmique aussi. Donc il y a eu, quand l'un était pas bon, un autre joueur, un autre role player Ils ont step up, ouais. des Raptors step up. Tandis que quand les role players des Bucks n'étaient pas bons, ils étaient tous pas bons. Personne ne mettait dedans. C'est ça. Donc là, t'as eu problème sur ça. Et après, offensivement, tu vois, on a parlé de l'absence de second plan. Moi, je trouve que Chris Middleton, il a littéralement disparu au fur et à mesure que la série avançait, notamment en attaque, où voilà, c'est un mec qui est assez bon, qui est hyper important dans le dispositif. Et sur les 4 derniers matchs, du coup, Chris Middleton, il finit à 18% de usage, quoi. C'est clair, mais surtout, en fait, sur ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, et pour moi, c'est une des grandes conclusions de ces playoffs. C'est une conclusion de Boston et Milwaukee. Boston et Milwaukee sont des attaques qu'on appelle des attaques de réponse à lecture. C'est ce qui Ouais, s'appelle read and react, c'est ça. Read and react en anglais. Ce qu'on traduit, parce qu'il faut quand même qu'on traduise, parce qu'on va pas non plus parler tout anglais, par réponse, lecture, les réponses à la lecture. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de système appelé, de plan, de schéma, c'est plutôt une adaptation à ce qui est proposé par la défense. Et donc, ça a été pour moi une certaine limite parce que, comme tu l'as dit, et comme je l'avais mentionné avant, sur les prises à deux de Giannis avec le grand ou sur d'autres schémas mis en place par Nurse, ils n'étaient pas prêts en fait à réagir à ça et à changer et à apporter un peu de variété. Les Bucks aussi, parce c'est un souci de personnel. Ils sont pas non plus des joueurs, ils n'ont pas par exemple un Marc Gasol, tu vois, qui est capable de changer des choses souci dans personnel de Toronto. quand tu vois l'équipe de l'effectif des Bucks comparé à l'effectif des Raptors, enfin on peut pas dire que c'est un souci de personnel, enfin c'est pas un souci de personnel, c'est un souci de diversité de personnel en quelque sorte, parce que le personnel l'effectif des Bucks, il est très long, mais c'est des profils similaires. ils sont interchangeables, mais il y a très peu de variété, quoi. C'est ça, tu as des intérieurs qui sont là pour s'écarter. Ilyasova, Mirotic, Brook Lopez. Tu as des ailiers qui peuvent défendre et qui peuvent tirer. Connaughton, Middleton, même Sterling Brown si tu veux, si tu veux le jouer. DJ Wilson, c'est aussi un stretch fort qui est là pour tirer. Et puis tu as Giannis, et puis tu as des meneurs. Tu as George Hill,
tu as Eric Bledsoe. Tandis que du côté de Toronto, tu as beaucoup moins de qualité et de profondeur, mais tu as des profils Divers et variés, un ouais. petit peu divers et variés. Ça quand même peut apporter des choses offensivement. Marc Gasol, tu t'es beaucoup mieux placé que moi pour le dire, apporte de la variété et La fluidité au jeu. de la fluidité en attaque. Donc c'est un peu de ça, et c'est encore une fois, et on l'a vu avec Boston avant, il y avait aussi peu de joueurs capables vraiment de changer un peu et donc d'apporter une deuxième, troisième lecture face à ça. Tandis que Toronto, elle, n'est pas une attaque qui répond à la lecture de la défense adverse. C'est une attaque qui peut et qui va dicter un peu un tempo et un jeu différent. Après, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Toronto a vraiment puni les joueurs qui étaient pas capables de faire autre chose que shooter. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de mettre le ballon au sol, dribbler, et profiter attaquer un close-out ou te créer quelque chose, ben, tu étais puni par la défense de Toronto, quoi. Et bien Mirotic, c'est peut-être le meilleur exemple, Mm. parce que dès que Mirotic ne mettait plus dedans, il n'a plus vu le terrain. Mm. C'est ça, après, ben, on va y revenir, mais voilà, tu as parlé des meneurs, il y a eu un gros problème à la main du côté de Milwaukee avec un Eric Bledsoe fantomatique. Ah, vas-y, on peut y aller sur Bledsoe, si tu veux. Eric Bledsoe un peu fantomatique, enfin, notamment offensivement. Alors défensivement, il apportait pas mal de trucs, notamment sur tout ce qui était lecture des écrans, chasse du joueur au-delà des écrans, jeu sur le périmètre. Enfin, si tu veux, Oui. c'était un peu le... Enfin, si, en fait, il a fait un peu du Pat Beverly, tu vois, dans le texte, pas forcément, tu vois, sur du 1 contre 1, mais tu vois, dans la défense collective, il a été très très intéressant, moi je trouve, Bledsoe. C'est juste que offensivement, ben, il n'a pas pu apporter la contribution qu'il devait apporter. Énormément de mauvais choix. C'est, enfin, je sais pas, t'as pas l'impression qu'il était vraiment dans son assiette, Bledsoe, et puis il finit salement cette série avec 4 derniers matchs où il a un usage à 26 et un true shooting à 41, quoi. Ouh là là. Ouais. Pour les gens qui sont pas trop sur les OP, sur les stats avancées, c'est des stats terribles. Ouais. Parce que avoir un si haut usage et un si bas true shooting, le true shooting qui est en fait l'alliance du shoot à 3 points, du shoot au lancer franc. En Et fait, il shoot à 2 points. Et shoot à 2 points, on met les trois shoots principaux et on fait une stat avec. Ouais. Avo- Voilà, à titre de comparaison, la moyenne est à peu près pour un true shooting correct, ce serait à peu près 53-54%. Ouais. Et là, il est à Donc, 41. Il est à il a 41,5. 10 points, 10, 12 points en dessous, ce qui est vraiment. Et dans le même temps où tu as dit, où Middleton avait un usage bien plus bas que lui sur les Et derniers matchs. Milwaukee, Middleton qui a un usage à 18, un true shooting à 51, tu vois. Ce qui est pas non plus exceptionnel pour Middleton, mais qui montre aussi qu'il a moins eu de responsabilité de ballon et que Bledsoe a été un peu gargarisé de ballon et c'était pas une bonne nouvelle pour le jeu des Bucks. C'est ça. Après, je pense que c'est aussi, faut donner beaucoup de crédit à la défense de Toronto qui, déjà, qui a profité du fait que Kawhi soit, entre guillemets, aussi bon et aussi présent offensivement pour fatiguer un peu Middleton de ce côté du terrain-là. Donc, du coup, ils l'ont privé un peu d'attaque en lui rendant les choses compliquées en défense. Donc, je pense aussi que ça a pas mal joué. Et tu mesures aussi la qualité d'une défense à ce qu'elle permet à un joueur de ne pas faire. Et je pense que si Middleton, tu as pas mal de possessions où il touche quasiment pas la balle, tu vois, notamment dans la fin du match 6, même dans le match 5, où à un moment il met tous ses tirs. Et puis après, tu as un petit quoi, mais tu vois, il arrive pas à recevoir la balle quand ça compte, quoi. C'est limite comme s'il fuyait ses responsabilités, mais je pense que c'est plus quelque chose que le système et la défense de Toronto a fait, c'est-à-dire forcer Ça a été Giannis. dicté par la ça. défense. Ouais. Forcer Giannis à faire des choix et à lâcher le ballon et faire en sorte que le joueur à qui il lâche le ballon ne soit pas Chris Middleton. Je suis d'accord. Mais tout ça, ça laisse quand même un goût amer parce que perdre 4 matchs de suite, bon, 3 étaient à l'extérieur, mais il y en avait quand même un à la maison, très important quand tu es à 2-2. Le match 5 est extrêmement important. Et voilà, ce manque d'adaptation, bon, le manque d'adresse aussi, on en a parlé, est très très notable et primaire dans l'explication de la défaite de Milwaukee. Mais voilà, j'ai ce goût amer pour eux. Et je sais que c'est une équipe qui a quelques chantiers cet été, mais qui sera là dans les prochaines années à
à l'Est, mais tu vois, ce petit goût amer quand même de se dire, bah, c'est pas que Toronto a vraiment gagné la série, Milwaukee est aussi De sa responsable de sa défaite, oui, défaite. totalement. Voilà, vraiment. Après, Tu vois. tu dis que tu es sûr qu'ils seront là dans les prochaines années. Moi, je suis pas persuadé qu'ils auront forcément une meilleure équipe que ce qu'ils ont actuellement l'an prochain, voire même dans 2 ans, hein. À part si tu as une progression incrémentale des joueurs, mais en termes de diversité de profil enfin, je pense que c'est l'effectif des Bucks, il est énorme, hein, cette saison, je trouve, hein, autour de Giannis. Puisque là, même si on arrive sur le chapitre des agents libres, t'as Bledsoe, bon, qui a re-signé sa prolongation, et je me demande si justement les gens du front office se demandent pas, oh putain, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie déjà en le Est-ce qu'on a, re-signant, ouais. tu vois. Donc ça, Beaucoup disent qu'il est très très proche de Budenholzer et que on en a parlé en off, certains insiders même appelaient peut-être à le bencher dans ouais. certains moments, plutôt pour George Hill, et certains disent que Eric Bledsoe est tellement un joueur qui marche à l'affect, que c'est un joueur qui a besoin de la confiance de son coach, que Budenholzer n'a pas tellement osé le sortir et le mettre sur le banc, ce qui en soi est une erreur parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de place pour le sentimental, je Mm. trouve. Ben ouais, notamment ça, mais tu vois, t'auras des cas d'agents libres à gérer, des mecs importants, tu vois. Par exemple, Brook Lopez. Et t'as Brook Lopez. T'as Brook Lopez qui est Mm. un joueur qui est hyper important pour le système des Bucks et la façon dont il joue, voilà, qui a été signé pour une exception. Je crois que ils l'ont signé avec une partie de la biannuelle, je crois. Et du coup, pour le re-signer, alors soit ils utilisent leur mid-level exception, mais vu qu'il y a de fortes chances que s'ils gardent les cap hold de quelques joueurs, ils soient au-dessus du cap, donc ils pourront difficilement lui proposer une full mid-level. Donc ils seront obligés peut-être de lui proposer une mini mid-level qui est à 5,7 millions. Et il pourrait avoir plus ailleurs. Voilà. Ou soit c'est ça, ou soit c'est 120% de la somme qu'il gagne actuellement, c'est-à-dire quasiment rien, quoi. Donc Mm. il risque d'avoir plus ailleurs, donc on peut se demander est-ce qu'il va rester ou pas. Il y a Middleton qui aura son nouveau contrat, très probablement. Donc, C'est Middleton, ouais, donc qui est un peu le cas important. Parce qu'après, ils ont quand même quelques role-players qui sont signés sur des contrats assez peu onéreux. Pat Connaughton, il reste 1 an de contrat, je crois, c'est même ouais, pas à 2 ouais, mais millions. c'est non garanti. Sterling Brown, c'est non Ouais, garanti. Mais le truc, ouais, c'est c'est vrai. quoi c'est quoi le point d'avoir tous ces gars-là si jamais les mecs qui sont hyper importants à ce que tu fais s'en vont. Ah oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Après, voilà, c'est. Moi, je pense qu'ils seront là parce que quand t'as Giannis, c'est que. En fait, ils seront toujours dans la course. Après, c'est est-ce que Budenholzer saura. Je pense que t'as raison, ils auront peut-être jamais une telle opportunité Ouais. d'aller en finale NBA. C'est plus l'opportunité, en quelque sorte, qui est mentionnable ici. Mais avec Giannis, Budenholzer, son système, ils seront dans les. Ils auront la possibilité, ils auront les moyens de se donner la possibilité d'aller loin. Tu vois. Après, c'est est-ce que ça sera possible. On n'a pas encore parlé de Kawhi Ouais. Leonard, Tom. Ça fait quasiment 20 minutes qu'on est sur cette série. Kawhi Leonard qui. Alors, Kawhi Leonard, c'est Dieu sur Twitter, Twitter France, NBA en ce moment. On a l'impression que c'est voilà, c'est Il est exceptionnel. pardonné. C'est Visiblement, il ça, est il est pardonné après pardonné. voilà, avoir fait défaut à la sacro-sainte trinité des Spurs. J'aime cette expression. Euh, On va pas te demander ce que tu penses de la série de Kawhi. Je pense que tout le monde est assez grand et intelligent pour voir qu'il a été monumental. Plus comment en fait Nurse a pu utiliser ses qualités pour vraiment le mettre en valeur dans une équipe où il avait beaucoup de choses à faire et où il a dû vraiment porter son équipe. Comment t'expliques ça? Ben, je pense qu'il y a une partie du boulot qu'il n'a pas dû faire. Tu vois, il ne devait pas défendre tout le temps, tout le temps, tout le temps pour garder un peu de jeu en attaque. Après, tu vois, Toronto, depuis le début de saison, on le sait, il y a une version de l'équipe avec Kawhi, une version de l'équipe sans Kawhi, où quand l'équipe est sans Kawhi, le jeu est un petit peu plus fluide. Et quand l'équipe Kawhi est sur le terrain, c'est le Kawhi show, entre guillemets, et les autres
et c'est à côté. Donc offensivement, moi j'ai trouvé que Nurse a quand même essayé de le mettre dans des dispositions intéressantes en ayant toujours à l'idée d'avoir un peu de spacing autour de lui, enfin un minimum de spacing pour lui permettre de jouer ses MJ ISO, tu vois, en tête de raquette, où tu as des joueurs qui s'écartent, ou même un quart de terrain avec toutes les positions et des joueurs d'un côté. Donc Kawhi c'est un gars qui arrive pas mal à aller dans ses spots parce il est très très fort physiquement en bas du corps et aussi en haut du corps. Ben, le mec, il est planté au sol et du coup, tu vois, sur les petits bumps, les contacts, il arrive quand même à se resituer, il se décompose pas au contact. Donc du coup, il arrive à trouver des positions préférentielles et à shooter. Moi, je trouve que, comment dire, alors certes en termes de playmaking, c'est pas ouf ouf, mais je trouve que Nurse a fait quand même un beau boulot pour l'utiliser dans cette série, pour utiliser ses qualités. Je suis un peu déçu par le fait qu'il faille qu'il crée autant de trucs de lui-même, tu vois, qu'il n'ait pas de choses un petit peu plus mâchées. Après, c'est aussi la construction de l'équipe de Toronto qui veut ça, pardon, où tu as, certes, même si tu as pas mal de gars qui peuvent créer pour les autres, enfin, Kawhi, c'est plus le mec qui est en finisseur, quoi. On l'a vu un petit peu en créateur pour les autres, notamment sur le match 5 où il a beaucoup plus fait vivre la balle. Mais sinon, globalement, c'est plus un mec. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec Kawhi sur ce tour-là, et même en général, c'est que un mec qui a autant de difficultés à créer pour les autres, qui doit créer des tirs aussi difficiles, avec un tel usage, arrive à être aussi propre, quoi. Une telle efficacité. Ouais. Mm. Bah, si, en termes de stats avancées, sur l'ensemble des playoffs et sur la série, c'est un peu pareil. Kawhi a 33% de usage et 62% de true Non, mais shooting. c'est n'importe quoi. En termes de stats avancées, c'est irréel. Et sur un lot de matchs aussi important parce qu'il a joué 5 matchs au premier tour, 7 au deuxième, donc ça fait 12 et 6 sur 18 Et il matchs. joue énormément de minutes. Il joue énormément de minutes, ouais. Alors encore une fois, bonne gestion de Nurse du front office pendant la saison régulière, de l'avoir fait manquer plus de 20 matchs. Je pense que ça a été encore une fois, Load management. c'est ça lui a enlevé du crédit pour le classement du MVP, du All-NBA par exemple, mais je pense que le front office en avait clairement rien à faire Ouais. et qu'il voulait unleash, comme on dit, Kawhi en playoff et c'est ce qui s'est passé. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant et moi, c'est encore une fois, si on veut tirer un petit peu des conclusions de cette série et un peu en général en playoff. Tu vois, tout le monde dit pour survivre en playoff, il faut avoir pas mal de playmakers, de joueurs capables de se créer son tir pour les autres. Mais en fait, plus tu vois les séries qui sont à haute intensité et aussi fortes que ça, plus en fait, il faut juste avoir la superstar capable de faire ça. Parce que les autres, s'ils peuvent le faire à un niveau correct, voire moyen plus, et ben c'est même pas assez efficace et positif pour vraiment peser et être intéressant en playoff. Parce que Kyle Lowry ou Fred VanVleet en créateur, je préférais que ce soit Kawhi qui crée la chose et Fred VanVleet ou Kyle Lowry qui soit à la réception. Tu vois. Et c'est là Et même la même chose peut-être avec les Sixers, tu vois, où, et Joel Embiid l'avait dit dans les médias, à la fin du match, je voulais que ce soit Jimmy Butler qui crée la chose, alors que toute l'année, on mentionnait que dans cette équipe, tu pouvais avoir Ben Simmons, tu pouvais avoir Tobias Harris qui, oui, est un excellent catch and shooter, mais pouvait apporter autre chose. Et ben, c'était Jimmy Butler qui, à ce moment-là, pouvait faire ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on pouvait se douter, mais qui a été encore une fois illustré par ces séries de playoffs à haute intensité. Et c'est là la grosse différence aussi avec les Bucks, puisque face à une défense élite, puisque les Bucks aussi a une bonne défense, tu vois, avant l'affrontement contre Toronto, offensivement, les Bucks, ils étaient sur demi-terrain à 101,4 points sur 100 possessions. Donc, c'était la deuxième équipe offensivement des playoffs sur demi-terrain. Et bah, du coup, face à Toronto, où c'était du jeu un petit peu plus statique, où voilà, on les forçait à faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément à l'aise, mais sur demi-terrain, ils ont fini la série à un offensive rating de 87 sur demi-terrain. Mais ça, on le savait, pas mal d'insiders l'avaient dit. Toronto est une meilleure équipe, une meilleure attaque de demi-terrain que les Bucks. Ouais. Mais on ne pensait pas qu'il y aurait une défaillance à ce point-là sur demi-terrain de la part de Milwaukee, ça c'est sûr. Parce que 87, c'est vraiment pas très peu, c'est très peu, ouais. Et je pense que sur les 4 derniers matchs,
ça doit même être moins. Ouais, peut-être. Donc, tu vois, le chiffre peut être encore nivelé par le bas. Donc, ouais. Et comme tu as dit, Toronto qui a une bonne attaque sur demi-terrain avec une variété, Mhm. a les joueurs pour peser sur demi-terrain. Kawhi Leonard en 1 contre 1, Marc Gasol est un excellent passeur et apporter un peu de spacing. Pascal Siakam a du handle et quand il est mis en 1 contre 1 face à un joueur plus grand, plus lent, il peut faire des très bonnes choses. Et là, cette variété-là a vraiment aidé sur demi-terrain. La variété offensive, elle se ressent beaucoup plus sur demi-terrain que quand tu joues en transition. Ouais. C'est quelque chose de vrai, et ça s'est vu sur cette série. Mais défensivement, ils ont eu pas mal de mal, notamment sur le match 6, les Bucks. Alors, ils commencent hyper bien le match avec un gros Très bien. premier quart-temps où ils mettent pas mal de shoots Très dedans. bon Ilyasova. Très bon Ilyasova qui arrive à mettre des shoots compliqués. Et puis, ils s'éteignent littéralement à partir du milieu du troisième quart-temps, quoi. Et même quand tu prends globalement leurs stats avancées, ils se sont éteints à partir du deuxième quart-temps, quoi, parce que les 3 points ne rentraient plus, quoi. Et du coup, ils ont eu pas mal de mal. Et c'est pas une équipe qui va forcément beaucoup sur la ligne, c'est pas Giannis qui y va, quoi. Et ça, Ah oui, voilà, totalement. ça a créé problème. Et ils n'avaient pas d'alternative. Tu vois, quand ils commencent, tu vois, quand Toronto revient à la fin du troisième quart-temps, quand Toronto a le run, le petit run, Run avec ouais, Kawhi. c'est ça, le run avec Kawhi, tu vois, ce sont pas forcément des shoots hyper analytics. D'un côté, tu vois, tu as les Bucks qui continuent à prendre du tir à 3 points, du tir à 3 points. Voilà, de l'autre côté, tu as Kawhi qui va prendre un 2. Il va prendre, tu vois, ils se sont dit, bon, ok, on est en retard, on va prendre des shoots qu'on se sent capable de mettre plutôt que prendre les shoots les plus rentables. Qui sont censés nous faire Voilà, rebondir. c'est ça. Et du coup, le fait de faire ça, non, dans un premier temps, le fait de rentrer tes shoots, du coup, tu coupes la transition à Milwaukee. Donc, du coup, tu peux te permettre de faire revenir ta défense. Et du coup, offensivement, tu te rassures aussi, puisque tu mets des paniers. Et puis, tu vois, tu as les shoots de Kawhi, tu as l'espèce de step back de Van Vliet, là, sur le côté qui permet de revenir. Tu as les 3 points de Kyle Lowry, tu as Ibaka qui est hyper présent au moment qui est bien placé au niveau du dunker spot pour finir, qui redonne de la vie. Et de toute façon. Et puis surtout, juste que je mentionne, c'est qu'ils gagnent les minutes sans Kawhi au début du quatrième Ouais, quart-temps. très important. Très important. Ce que Milwaukee avait réussi à faire face à Boston, c'est-à-dire que gagner les minutes sans Giannis. Là, sur les derniers matchs et sur certaines séquences, Toronto gagne les minutes sans Kawhi. Donc ça rend la chose beaucoup plus dure. Et avec un mauvais Danny Green. Danny Green, catastrophique, je crois qu'il est à moins de 3 points de moyenne sur la série. Ouais. Et à part le premier match, il a joué moins de 20 minutes sur les autres matchs. Je crois que c'est vraiment Van Vliet et Powell. Ouais, c'est ça. Et heureusement qu'ils ont step up, puisque Danny Green, t'as Ouais. pas pu compter dessus, en fait, vraiment, sur cette série-là. Puisqu'il Et mettait ça, il c'est mettait pas assez dedans. surprenant. Ouais. Ça, c'était aussi surprenant. Et encore une fois, ça peut laisser vraiment des regrets à Milwaukee. Parce que si on te dit avant que tu vas te faire battre par Norman Powell dans le match 3 et Fred Van Vliet dans les derniers matchs, pas te faire battre, mais qui serait en termes de, on peut le dire, 3e ou 4e scoreur de l'équipe, Ils te font mal, ouais. tu peux te dire, bon, ça devrait le faire. On devrait trouver de quoi passer. Mais comme tu as dit, à part Giannis, on a eu un Middleton qui s'est un peu caché, qui a été caché aussi par la défense de Toronto, et un Bledsoe il a tout donné contre Boston de toute façon. Il a tout donné contre Terry Rozier, donc après c'était plus compliqué. Surtout que voilà, tu passes d'une série où par exemple ton banc où Pat Connaughton et George Hill notamment Pat Connaughton était excellent. Voilà, ils ont démonté entre guillemets la dynamique de oui, Gordon pas Hayward. Entre guillemets, tu peux Tu vois, le ils ont dire. démonté entre guillemets, le duo Hayward et Rosier. Et là, Hayward, Rosier, Smart sur les derniers matchs. Sur les derniers matchs. Et là, tu te dis, bon, ok, on récupère Brogdon. Ok, on a pris de l'avance, on récupère Brogdon. Et finalement, au final, tu n'as pas plus de profondeur que ça, quoi. Et c'est dommage. Et je pense que c'est vraiment une opportunité gâchée. Après, pour revenir sur Kawhi, le fait qu'il arrive en finale NBA, ça lui donne raison, entre guillemets, d'avoir cherché à se faire transférer, puisqu'il est dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an tout juste, même s'il a perdu beaucoup d'argent entre-temps.
Et après, ben, peut-être que ça peut lui permettre aussi de vouloir rester là-bas, tu vois. Vas-y, bah, je t'écoute sur. Qu'est-ce que tu penses ça, de, le fait de faire un run, de faire un tel run, d'éliminer les Sixers. Les Sixers aussi, je trouve qu'ils gagnent un peu de crédit vis-à-vis de Ouais, cette série. totalement. Et on a entendu dans quelques podcasts, les Sixers, franchement, ils étaient pas loin d'avoir la peau des Raptors. Ah, Et juste un rebond. à trois, 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 trois trois rebonds rebonds sur le sur un cercle. cercle, c'est ça, tu vois. Et ils peuvent nourrir de beaux regrets, mais en même temps être fiers de l'équipe qu'ils avaient parce qu'ils leur ont vraiment posé de gros gros Ouais. soucis. Si on veut revenir un petit peu sur Kawhi, je, je sais, on en a parlé tous les deux de cette idée du. Il a raison d'avoir. C'est pas qu'il a raison, c'est qu'il se trouve dans la bonne situation et après avoir demandé son Comme trade, tous les autres. tu, comme tous les autres, on en avait parlé aussi, Paul George, Jimmy Butler, Kyrie, Beric C'est ça, Bledsoe tous les gars un qui ont petit peu demandé moins. leur transfert, ils se retrouvent dans de meilleures situations qu'ils étaient, tu vois. Mais ça c'est, on peut dire ça et en même temps dire au début que bon, c'est un peu moyen parce que tu mets un petit peu ta franchise d'origine Mais, dans de beaux draps en mais quelque sorte. Mais c'est est-ce vrai. que c'est pas mieux ça ou que de faire une Kevin Durant et partir contre rien? Kevin Durant, c'est notre galaxie, tu pouvais pas t'imaginer Non, mais genre, si genre, ou Ouais, faire une Al Horford, par exemple. Farine alors, ouais. Est-ce que c'est mieux pour la franchise que le joueur demande son Moi, transfert je ou qu'il pense, parte comme, enfin, sans rien laisser? je pense qu'il faut étudier les packages en fait. Il faudrait faire une étude des packages sur 2 3 ans après le trade. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, même si, et dans certaines situations comme Indiana, peut-être même comme les Spurs, comme pour les Wolves, le retour semble assez intéressant, tu vois. Hmm. Ça semble pas irréel, mais il faudrait faire une étude un peu plus sur. Il faudrait se poser dans 3 ans en quelque sorte, ou dans 2 ans, voir ce qu'il en est. Mais sur ça, est-ce que tu penses vraiment que ce run en playoff peut faire changer d'avis à Kawhi? Et je dis changer d'avis, on n'est pas dans sa tête, donc on sait même pas si en vrai, dans sa tête, il se voit ailleurs que Toronto. Ouais, faudrait voir avec oncle Denis, tu vois. Après, je pense que ça dépend ce qu'il va prioriser. Est-ce qu'il va prioriser la sécurité financière sur le long terme et du coup demander un contrat de 5 ans que seul Toronto peut lui proposer? Est-ce qu'il va privilégier peut-être un contrat un petit peu plus court pour retourner sur le marché à partir du moment où il aura 2 ans de plus d'expérience? Comme ça, il peut Les viser un contrats à max. la LeBron. Ouais, voilà, il peut viser, même pas forcément un contrat à la LeBron, mais simplement retourner sur le marché quand il aura 10 ans d'expérience et viser un max qui Ouais. commencerait du coup à 35% du cap. Donc du Mm. coup, si jamais il opte pour un contrat plus court, ben, la différence financière entre le max qu'une équipe, que Toronto peut lui donner et la différence financière entre le max qu'une autre équipe peut lui donner, c'est juste les 8% d'augmentation annuelle qui serait 5%. Donc au final, c'est Mm. pas énorme, énorme. Donc et quand tu prends en compte les taxes qu'il y a à Toronto qu'il n'y aurait pas dans un autre État, peut-être que ça peut lui Aussi. faire changer de décision. On sait que c'est un gars qui a quand même eu des soucis de santé. Donc, il faudra voir qu'est-ce qu'il privilégie. En tout cas, si jamais il décide de quitter Toronto, il y a pas mal de gens qui pensent que ça n'aurait peut-être rien à voir avec le sportif parce qu'ils sont en finale NBA. Moi, je me dis que ça peut quand même jouer parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette équipe de Toronto-là, c'est le meilleur niveau qu'elle pourra jamais atteindre avec Kawhi, tu vois. Puisque quand tu regardes bien, Kyle Lowry, il vieillit, Marc Gasol, il Ouais. vieillit, Ibaka, il vieillit. Et Siakam, voilà, le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui, c'est quoi? C'est littéralement Pascal Siakam. Même si, bon, Kyle Lowry est quand même bon, mais en gros, la deuxième force vive de l'attaque de l'équipe, c'est Pascal Siakam. Et si tu es Kawhi Leonard, est-ce que tu te dis que tu te vois dans une équipe où le deuxième meilleur joueur, c'est Pascal Siakam? Moi, j'ai entendu dans le podcast de Zach Lowe la semaine dernière, il y avait Kevin Arnovitz d'ESPN et il y avait un autre journaliste du Toronto Star, Ouais. donc qui suit l'équipe vraiment au quotidien et qui disait que Masai Ujiri, excellent GM, peut aussi faire valoir à Kawhi l'idée qu'il n'a pas joué toutes ses cartes encore. Ah, ça, très intéressant, ça. Ouais, c'est vrai. Il a pas, tu vois, il n'a pas encore joué toutes ses cartes et que il peut dire à Kawhi de re-signer et qu'il peut lui promettre d'aller chercher quelque chose via trade. C'est, comme tu as dit, ça serait un petit peu. L'effectif est pas hyper profond, il Ouais. n'y a pas de jeunes sous contrat rookie à part Pascal Siakam qui peuvent être hyper intéressants. Certains ils ont été Échanger, utilisés ouais. pour aller chercher Marc Gasol, ils ont été utilisés pour Marc Gasol,
Mais tu peux toujours te dire que il peut utiliser la monnaie d'échange qu'est Kyle Lowry pour aller chercher quelque chose d'autre avant que Kyle Lowry soit vraiment sur la pente descendante. Ce qu'il avait fait avec DeMar DeRozan. Et donc, tu peux vendre à Kawhi quelque chose comme ça. Je pense que c'est possible, même si, et c'est exceptionnel parce que les médias ont déjà écrit la suite. Les médias ont écrit que Kawhi Aux irait Clippers. voilà, aux Clippers. Donc, dans notre tête, on réfléchit avec ça dans l'idée, alors qu'en fait, on n'est même pas sûr de tout C'est ça. ça. Mais c'est ça. Pour toi, le fait d'aller dans cette finale NBA, ça peut le faire changer d'avis. Et encore une fois, la vie, on sait pas ce qu'il est. Donc, moi, je sais pas trop quoi penser de l'intersaison de Toronto. Je sais que ça peut être surprenant. Et surtout, comme tu l'as dit, ça peut dépendre aussi de la décision de Marc Gasol. Ouais. Ça peut dépendre de sa décision et de. Il y a Pascal Siakam qui va falloir prolonger aussi. Ouais. Parce qu'il est dans sa 3e saison. Ouais. Donc il va être bientôt éligible. Il est va être éligible bientôt l'été prochain, éligible. ouais. C'est la classe de Jalen Brown. C'est ça, que la de Jalen Brown, Ben Simmons et compagnie. Donc il y a pas mal de dossiers pour l'intersaison de Toronto, mais toujours est-il que un an après avoir s'être fait sweeper par LeBron et une équipe des Cavs pas des plus saillantes, ils réussissent à aller en finale NBA en sortant Milwaukee et Philadelphie, en ayant réussi un trade l'été dernier et un trade en courte saison et d'avoir vraiment remodelé l'effectif et en ayant un coach rookie. Et virer C'est le quand coach, même ouais, assez fort. C'est ça, c'est très fort. Et puis, Tu vois, tant c'est mieux. quand même assez fort. Ça montre que voilà, parfois il faut savoir prendre des risques et faire all-in quand l'occasion se présente. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, faire all-in à un moment où on pensait tous que la conférence était très très forte en haut, Mm. avec Boston et avec Philadelphie. Donc ils ont quand même pris ce risque-là et ça reste notable. C'est très Toronto et gagne du crédit sur ça. Milwaukee perd un peu de crédit sur les derniers matchs de la série où je trouve il a manqué quelque chose vraiment du Ouais. côté des Bucks. Mais après, ça n'enlève pas qu'ils aient fait une saison superbe. Après, il faut Totalement. voir, là, on a vu un peu les limites du système. Il faut voir comment ils vont réussir à se réinventer l'an prochain. Et il faudra prendre aussi en compte comment dire, la progression incrémentale de Giannis. On voit qu'il va falloir qu'il bosse un peu sur les lancers, qu'il bosse aussi. Il a commencé à développer un petit shoot cette année, voir s'il peut être un petit peu plus létal là-dessus. Et puis voilà, c'est déjà une bonne base pour le futur d'avoir Giannis et un coach comme Budenholzer à voir maintenant sur les playoffs, quoi. Puisque, comme dit Draymond Green, t'as des gars de 16 matchs, t'as des gars de 82, 82. et nous on a plein de gars de 16 matchs dans notre équipe. Bah, tu me fais une transition parfaite. Je pense qu'on voulait vraiment consacrer la plus grande partie de cet épisode à la série entre Toronto et Milwaukee parce que c'était ce qui avait de plus frais et c'était surtout vraiment sur quoi on pouvait parler, développer. On peut parler aussi des conséquences, Tom, de la série entre les Warriors et les Blazers. Ouais. Un sweep où sur les 3 derniers matchs, les Blazers ont mené à chaque fois de 17 points Ouais. minimum, ce qui est quand même irréel. Non Ouais. mais c'est quand même... Ils peuvent Ce qui nous donner des prouve la- regrets aussi, tu vois, ça se joue à rien. Hein. Voilà, en termes de regrets et en termes de force mentale des Warriors, de réussir à faire ça 2 fois à l'extérieur en plus, bref, ça laisse pantois. J'ai dit dans la petite introduction quid du futur de Portland, mais est-ce que tu veux aussi commencer par peut-être des conclusions sur les Warriors? Les Warriors qu'on a retrouvés sans KD Ouais. et que moi personnellement j'ai réappris à aimer, à apprécier, ouais. à aimer avec ce jeu fait de pick and roll à 10 mètres à outrance et d'un Steph Curry Le mouvement du ballon. stratosphérique. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, t'as l'impression d'avoir retrouvé les Warriors les Warriors sans Kevin Durant, quoi, avant l'arrivée de Kevin Durant. En fait, je pense qu'en fait, ils ont toujours eu ce niveau-là, mais le fait d'avoir une soupape, Oui. entre guillemets, de décompression comme Kevin Durant, Exactement. donc du coup, ça te permet d'être un petit peu suffisant, en fait, sur certains aspects, et notamment sur le mouvement du ballon. Donc là, on a revu beaucoup de Draymond Green à la création, on a revu pas mal de Steph Curry également, incroyable Steph Curry qui a des coups de chaud monumentaux. Voilà, ils finissent la série sans Kevin Durant. Après, il faut aussi se dire que voilà, à côté, l'équipe de Portland qui n'a pas démérité, hein, qui a donné le moyen. Il n'y a pas d'ailier en face pour vraiment les contrarier. Donc Draymond Green il était plutôt à l'aise. Il n'avait pas vraiment
il avait pas de quoi s'occuper vraiment, tu vois. Il pouvait. Alors, défensivement, il a fait vraiment un gros boulot, mais tu vois, il n'avait pas vraiment de quoi s'occuper. Et puis, il y avait pas mal de non-shooters dans cette série-là. Et puis, c'était un match-up parfait pour eux. Voilà, une défense en drop. Ou voilà, quand tu joues contre Stephen Curry, Klay Thompson, tout ça, bah, c'est compliqué d'avoir une défense en drop. Après, bon, il y a eu quand même une adaptation, mais au final, c'était trop tard. Et puis, on a pu aussi apprécier toute la brillance des Warriors, en fait, et admirer comment ils arrivent à jouer avec des non-shooters sur le terrain, quoi. Tu vois, les espèces de line-up où par exemple, t'as Draymond Green, t'as Kevon Looney, t'as Alfonso Bogut, McKinney. voilà, tu vois, c'est des line-up comme ça où tu te dis, mais enfin, c'est pas possible, les mecs ils vont pas réussir à scorer efficacement comme ça. Et à chaque fois, ils trouvent une solution où ils arrivent à bien gérer bien gérer comment dire, le fait qu'il y ait des joueurs qui ne puissent pas shooter, qui soient au dehors de la raquette, où les joueurs ne sortent pas sur eux, pour les utiliser en poseur d'écran, notamment pour Stephen Curry, pour Klay Thompson. Enfin, franchement, les Warriors, là, c'est une mécanique bien huilée. Après, je trouve que le fait qu'ils n'aient pas Kevin Durant, ils ont dû s'employer un petit peu plus. Tu vois, Oui, tu dois, oui, bien sûr. ils ont dû s'employer un petit peu plus, et du coup là tu vois qu'ils jouent vraiment un très très haut niveau de basket, mais je trouve qu'ils sont, comme dirait Seth Curry, tu vois, ils sont plus durs à défendre, mais ils sont pas meilleurs. Et je pense que contre Toronto, ils auront besoin d'un gars comme Kevin Totalement. Durant, puisque en face t'as Kawhi, quoi. Totalement. Pour revenir sur les Warriors, j'ai jamais été un immense fan des Warriors, mais ça s'était vraiment, je pense, empiré depuis que Kevin Durant était dans l'équipe. Mais là, c'est vrai que, bah, comme tu as dit, j'ai pris un certain plaisir Allez à regarder, les ouais. voir, voilà, jouer ce jeu de. En fait, cette fluidité Ouais, offensive, ouais, c'est toujours les bons choix, cette impression que ça peut partir à tout moment. ouais. Et encore une fois, si tu veux un petit peu faire une conclusion de ce qu'on peut voir, et on le sait, tu ne battras pas les Warriors en jouant à ce jeu-là, tu vois. Mm, Tu sais. Et je pense que Portland n'a pas d'autres possibilités, en fait, dans leur jeu. mm. Ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Tous les matchs ont été des matchs avec des hauts, beaucoup de points marqués, beaucoup de shoots. Et si tu ne battras pas les Warriors, de, même avec ou même sans Kevin Durant, en jouant comme ça, il y a peut-être que Houston qui peut le faire. Et encore. Je pense que c'est pas possible en fait. Bah, surtout que Portland, ils reviennent de loin, pardon. Ils ont perdu leur deuxième meilleur joueur de la saison régulière en Yusuf Nurkic. Ils sont obligés d'utiliser sur de longs temps de jeu deux joueurs buyout, comme enfin, Counter et. Enfin, Ils non, sont obligés Rodney Hood, il de est pas prendre buyout. Myers Leonard qui met 30 points en première mi-temps. Non, mais tu vois, Rodney Hood, Ines Kanter, voilà, c'est des acquisitions en milieu de saison. C'était des joueurs qui étaient entre guillemets des parias dans leurs équipes. Leur équipe n'en voulait plus. Ils ont réussi à les récupérer, à les mettre dans un système où ils ont pu apporter quelque chose. Donc, pourtant, on a fait vraiment une super saison, mais on savait de toute façon que le plus gros morceau sur la route de Golden State aurait été Houston. Et Ouais. finalement, c'était le cas encore cette saison. Donc là, ils arrivent pour leur cinquième finale de suite. Et voilà, c'est un run incroyable. Et du coup, c'est intéressant. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir jouer de cette façon-là. Et surtout de revoir Draymond playmaker, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que Draymond, il a un peu moins le ballon, tu vois, quand il y a Kevin Durant. Puisque Kevin Durant, les Warriors peuvent se permettre d'avoir... quand tu as un Kevin Durant, entre guillemets, comme Joker, tu peux te permettre d'être un peu C'est ça. laxiste et de ne C'est pas ça. jouer forcément Pour ça que c'était à passé ton à niveau une maximum. équipe. C'est pour ça que c'était passé à une équipe qui était une des plus dans l'ISO Ouais. depuis qu'ils avaient Kevin Durant. Bah, tu vois, ça me rappelle un peu, ce que, enfin, à Boston, ce que vous avez pu ressentir avec Kyrie, quand Kyrie est là, et quand Kyrie est pas là. C'est-à-dire, quand Kyrie est là, Boston est une meilleure équipe, mais ça joue un Ouais, petit ouais. peu moins bien, Ouais, ouais. visuellement, tu vois. Ouais, c'est clair. Et Mais bah, du tout coup, en restant une meilleure équipe, et il faut le dire, tu vois. oui, voilà. Il faut dire que c'est comme quand t'entends ça, que les Wizards étaient meilleurs sans John Wall, tu vois. Ah ouais? C'est ce genre d'idée-là, tu vois. Ce genre d'idée. C'est faux, mais faut dire que c'est faux, mais c'est une appréhension différente du jeu, comme tu l'as dit. C'est ça. On va dire qu'ils sont. Moi, pour moi, les Wizards, ils sont moins décevants sans John Wall, mais ils sont pas meilleurs, hein. Enfin, je suis désolé, hein. Non, non.
Non, mais ça, c'était un moment dans la saison où il y avait des choses comme ça. Je sais pas, peut-être on n'avait pas grand-chose à dire sur le reste, mais bref. Si tu veux revenir plus sur Ouais, Portland, parce qu'on voulait parler peut-être un petit peu du futur, tu voulais qu'on en parle un petit peu du côté de Portland. Terry Stotts a été prolongé. ouais. Stott a été prolongé, Neil Olshey aussi de Hmm. mémoire, donc bah, c'est bien. Enfin, la franchise se base sur le Sur ce corps, socle, ouais. sur son socle, donc c'est intéressant quand même d'avoir une continuité. C'est une bonne saison encore pour cette franchise-là. Faut arrêter de croire que c'est championship or bust. Encore une bonne Non. saison rondement menée. Ils arrivent en finale de conférence. Alors oui, il y aura des guillemets, mais on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils soient arrivés en finale de conférence. Donc c'est bien. Il faudra voir après comment ils pourront augmenter l'équipe, sachant que bon voilà, améliorer l'équipe, sachant que ça va être difficile vu l'état salarial de la franchise, ça va être Hmm. difficile de pouvoir s'améliorer Ça énormément. va passer par le développement C'est interne, c'est ça, ça. donc je pense qu'on aura un peu de développement du côté de voilà, les Anthony Simons. Anthony Ils Simons, vont, ouais. ils vont unleash Scal Big Asian Zero. Non. Ça, c'est ce que tu, ça, c'est ce que tu veux, Tom. Mais ce qui va se passer, c'est peut-être différent. Mais ça, c'est ce que tu aimerais. Et puis Toi et Danny Leroux. c'est ça. Et puis après, Zach Collins, voilà, il a montré des choses intéressantes. C'est juste que Oui, voilà, Zach en Collins, termes de ouais. niveau, voilà, c'était au-dessus. Et puis il faut pas oublier que cette équipe-là, elle avait pas Nurkic. Donc il Hmm. faut voir après comment ils pourront gérer comment ils pourront arriver à garder Aminou si jamais ils le gardent, Il y a pas, puisqu'il n'a pas tous joué, les voilà. ailiers, en quelque sorte, ouais. Tous les ailiers sont potentiellement en dehors de Portland, ouais. C'est ça. C'est ça. Et vu que c'est un poste où il y a énormément de monde. Et puis autre chose, tu as Damien Lillard du coup qui a été élu dans les All-NBA Team et du coup qui devient éligible à la DVPE, donc la Designated Veteran Player Extension, pardon. Extension, Donc ouais. l'extension Supermax entre guillemets, puisqu'il a rempli les critères en étant deux fois All-NBA All NBA. sur les 3 prochaines années, puisque normalement, enfin là il lui reste 2 ans de contrat, et du coup il Hmm. faut que ce soit le cas au moins, enfin tu dois être au moins élu 2 fois All-NBA sur les 3 dernières années précédant En ton gros, ouais, extension. Donc du coup, quoi dans qu'il ton arrive, deuxième, voilà. ouais, c'est ça. Donc du coup, Dans ton deuxième contrat, tu dois être au moins 2 fois All c'est NBA. ça. Donc du coup, quoi qu'il arrive, l'an prochain, il sera éligible et ils peuvent lui donner dès maintenant un peu comme ce qu'a fait Washington avec John Wall. Hmm. Et du coup, c'est un contrat qui commencerait dans 2 ans. Donc, est-ce que Portland va lui proposer ça? Il y a Chris B. Chris B. Haynes de Yahoo Sport qui a reporté que c'est quelque chose, c'est un contrat qui sera sur la table. Est-ce, D'accord. est-ce que lui va signer? Moi, je pense que lui, il a tout intérêt à le faire, mais est-ce que ce sera est-ce que voilà, je pense qu'ils vont essayer d'en faire un peu un Russell Westbrook entre guillemets, où Hmm. voilà, ce sera le visage entre guillemets de la franchise de Portland pendant cette décennie quoi. Mais donc, quid de CJ McCollum parce que lui aussi, il lui reste un an de contrat ou 2 ans, non? Ouais, 2 ans. Oh, Il a le même, il lui reste, il a il lui reste, les mêmes trucs que Gobert à peu près. c'est ça, 2 ans de contrat. Ouais. Donc, si on parle du futur de Portland, on parle de Lillard, mais on parle aussi de McCollum. McCollum qui a connu une saison un peu plus Ouais. compliquée, qui a connu de bons playoffs, vraiment, parce que C'est son chose skill qu'on n'a pas set trop aussi, ouais. parlé, Ouais. c'est ça, chose qu'on n'a pas tellement parlé. Lillard, après son premier tour, a été un peu décevant, Mm. a beaucoup moins mis dedans. Ouais. Alors, contrairement à Kyrie Irving, c'est pas un tag gratuit sur Kyrie Irving, mais en ne mettant pas dedans, il arrivait quand même à peser. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrivait quand même à aller sur la ligne, il arrivait quand même à être important dans la création pour les autres. Mais il a quand même terminé ses playoffs avec des pourcentages et des matchs un peu compliqués. Donc, on peut là où après la série contre OKC, non mais c'était Lillard, il volait, il planait. Mm. Donc il y a aussi ça où il a été un petit peu décevant sur sa fin de playoff. Ouais, c'est ça, un peu comme tu dis, il est un peu décevant sur sa fin de playoff, mais voilà, enfin, je pense que globalement, il a réussi quand même sa campagne. Il en Oui, sortira grandi. Il arrive en finale. Enfin, vu par quoi cette équipe-là, elle est passée l'an dernier, tu vois, il y a pas mal de gens qui les mettaient hors playoff, hein, en début de saison par ouais, rapport ou au qu'il les biais. mettait 7-8, ouais. Voilà, par rapport au biais, notamment par rapport à ce qui s'est passé face à Anthony Davis. Et Mm. au final, ils ont réalisé une super saison. Ils arrivent en finale de conf. Il faut dire qu'en face, voilà, l'équipe en face, ils étaient trop forts. Ils arrivent à jouer les yeux dans les yeux, mais après, sur les fins de match, voilà, c'est des petits détails. Mais au bout d'un moment, voilà, t'as pas
tu manques de talent, en fait. Puisque C'est à ça. partir du moment où t'as pas de. Comment dire? Le fait ils manquaient vraiment d'un ailier playmaker, ben, tout de suite tu deviens beaucoup plus facile à défendre, surtout par une équipe des Warriors qui a des plans de jeu pour faire face à ce type d'attaque et Qui qui a a des du plans de jeu, personnel envoyé sur ces types de jeux, quoi, de joueurs. qui a des plans de jeu contre tout. Donc, Voilà. et puis surtout face à ce type d'équipe, avec un backcourt dominant et ball dominante, Ouais, et des ailiers qui sont plus des joueurs de fin de chaîne. c'est ça. Donc, Et du coup, qui te font donc payer là-dessus, ils je te suis font plutôt payer les d'accord. moindres erreurs, ils te font payer les moindres erreurs de cash. Et Mm. bah, là, ça n'a pas loupé. Mais en tout cas, Portland peut sortir la tête haute. Et bah, du coup, faudrait espérer que Niloshi arrive à trouver les, enfin, arrive à trouver les bons éléments pour Ça va ajouter être ça, c'est ça. et améliorer Ça l'équipe. va être. Il va y avoir une nécessité de move intelligent, Mhm. pas très onéreux. Peut-être essayer de bien drafter avec le choix au premier tour qu'ils ont là, qui va être assez bas, mais quand même essayer de pas se manquer. Tu vois. Tu penses qu'ils peuvent atteindre Grant Williams? Ou ils Euh, sont je- bas? Dans la dernière mock que j'avais, je le fais partir un choix Ah avant merde! à Philadelphie. Ah Mais ouais! c'est possible. Mais c'est possible. Je crois que c'est Sam Vecini qui parlait potentiellement de son fit à Portland. Moi, pour moi, il serait intéressant De là-bas, hein. Grant Williams. Ouais, très intéressant. Ouais. Encore mieux s'il pouvait shooter. Ouais, mais ça. Ouais. Mais ça, c'est quand même un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais tu vois, une nécessité avec ce pic de faire quelque chose d'intéressant parce que on parle d'une équipe qui a un petit peu des limitations financières. Ouais. Et l'année dernière, ils ont pris un joueur qui est directement passé du lycée à la NBA et donc il n'y avait pas vraiment d'expérience de collège. Donc c'était vraiment un prospect, Ouais. très très brut avec Anthony Simmons Ouais. et qui a fait un énorme match sur le dernier match de la saison régulière, mais sinon qui n'a pas vu le terrain beaucoup cette année. Et donc, une nécessité, quand entre guillemets, te bloques avec les salaires de McCollum, de Lillard et de Nurkic aussi, Ouais. eh bien, il faut vraiment trouver Des pépites. il f- pépite, il faut vraiment bien drafter. Et c'est là où tu peux faire la différence et où tu peux rester dans la course au très très haut niveau, ou alors tu peux stagner et tu es obligé dans la saison d'aller chercher des joueurs sur le marché des buyouts et pas forcément super en forme ou super bien dans ton système. Ouais. Parce que eux, ça va être difficile pour eux de. Enfin, je pense qu'ils pourront pas garder Rodney Hood, puisque à moins de lui proposer la taxpayer mid-level, puisqu'en fait, pourtant, enfin, Rodney Hood, pour qu'il soit transféré, il a dû renoncer à ses bird rights, puisqu'il avait Ouais. signé la qualifying offer avec Cleveland. Donc, du coup, il a renoncé à ses bird rights et il ne peut pas être prolongé sans une exception à Portland. Donc ça Mm. pose problème. Et en même temps, si tu lui proposes la taxe payer mid-level, ça veut dire que tu te hard cap. Et sachant que tu es déjà très haut Très très haut, ouais. dans la luxury tax, ben, du coup, ça peut devenir problématique dans ta construction d'équipe. Donc ça peut cranky pour eux. Après, je me dis peut-être, tu vois, ramener un mec à... je crois que c'est Danny Leroux et Nate Duncan qui en parlaient. Tu vois, ramener un mec à la... Dudley. Et qui ça? Jared Jared Dudley. Dudley, ou si tu peux arriver à ramener un Ariza, peut-être pour pallier l'absence Mm. de Daminou qui risque d'avoir équipes qui vont rôder autour de lui. Quelques suiveurs. Voilà, quelques suiveurs. Donc je sais pas ce que tu. Enfin, à l'aile, ça va être compliqué puisque tout le monde cherche Donc, quelqu'un à l'aile. Puisque, même tu vois, Marcus Morris ça aurait été sympa, mais ils ont pas d'argent. ouais, non, c'est ça. Donc quand t'as pas d'argent, tu dois réussir là où c'est le plus difficile de réussir, Mm. donc à la draft. Ou sinon, je me dis peut-être Justin Anderson. Ouh là là. Tu l'as vu jouer récemment? Ouais, enfin, l'idée de Justin Anderson, si tu L'idée, veux. oui. Tu vois, L'idée plus que le joueur. l'idée de Justin Ah, l'idée, elle Anderson. est très bonne, hein. L'idée, c'est pour ça qu'il avait été drafté aussi haut par Dallas, hein. Mais ouais. Oui, c'est ça. Poste 3, fort sur l'homme, capable de mettre ses tirs ouverts. C'est tout ce que tu as besoin à côté de deux joueurs du talent du pédigré de McCollum et Lillard et avec Nurkic à l'intérieur. Mm. On te demande pas grand chose de plus, hein. Mais c'est dur à trouver parce que c'est très demandé, c'est rare. Et c'est cher. Ouais, bah, Scarcity à Tout ce qui est l'aile. rare est cher. Bah, c'est ça, Tout ce qui est hein, rare est cher. surtout à l'aile. Hein. C'est Surtout, compliqué. ouais, c'est ça. Tom, je pense on va en finir ici pour cet épisode. Ouais. On se retrouvera cette semaine pour parler des finales, je pense. Ouais.
il faudra parler de ces finales parce que c'est des finales attendues, je pense, entre voilà, de très fortes équipes. Il y a beaucoup de storylines à évoquer Ouais. sur ces finales et on en reparlera Ouais. très vite cette Surtout semaine. que voilà, ce sont des équipes qui nous ont offert, pour moi, c'était peut-être l'un des deux, trois meilleurs Meilleur matchs match de de la saison saison régulière, régulière. irréel, avec Avec le le match match avec à Kevin, où Toronto, Kevin Durant prend feu, là. totalement. Le match, C'est au Warriors, ce il me match. semble, ce match-là. Non, c'est à C'est à Toronto Toronto. parce qu'à Golden State, sans Ouais, ils y vont sans Kawhi, Kawhi, ils il gagnent, gagne, ouais. il gagne. Ils gagnent. Il gagne facilement même, Mm. sans Kawhi. Donc Toronto a gagné les deux matchs. Donc on pourra reparler de tout ça. Ouais. On va se retrouver cette semaine. N'hésitez pas voilà, à suivre sur les réseaux sociaux, partager le podcast. Et à vous inscrire Souviens- aussi si vous voulez nous rejoindre. Exactement. Tim et Ben avait fait le message il y a 2 semaines. On organise une rencontre pour le match 4 des finales à Paris. Donc ça sera le vendredi 8. Ouais. Vendredi 8 juin. N'hésitez pas à envoyer un mail. Ou Comme un Ben l'avait DM, dit. voilà. C'est ça. Et puis ça sera un plaisir d'échanger, de parler NBA avec vous tous. Et puis voilà, moi je vous dis salut, à plus. Salut!